French Boss, le podcast des entrepreneurs voyageurs. Éric Gendry. Salut à tous et bienvenue dans le 3e épisode de Rebondir, ce podcast spécial coronavirus dont le nom indique bien la vocation, vous faire partager les envies et les projets de rebond de nos French Boss, ces entrepreneurs voyageurs français établis à l'étranger partout dans le monde. Alors nous ne sommes pas dans la chronique d'une crise sanitaire, sociale ou économique, nos yeux à l'inverse sont exclusivement tournés vers ce demain dont tout le monde ignore la date. Et aujourd'hui, nous allons nous rendre au Mexique, en Grande-Bretagne et aux États-Unis pour y affiner ce sentiment qui est le nôtre que c'est le pays qui détermine le plus les possibilités de rebondir. Le pays, l'endroit, la ville même, probablement plus que le secteur professionnel lui-même. Chacun de nos invités va aujourd'hui nous le confirmer. Depuis le début de cette crise du coronavirus, on a peu parlé du Mexique puisque malheureusement ce sont les chiffres qui décident de donner un coup de projecteur ou non sur un pays. Et sur ce plan des chiffres, du nombre de cas de Covid-19 recensés, le Mexique donne un peu l'impression de bien s'en tirer. Mais ce qui est vrai sur le plan sanitaire ne l'est en revanche pas du tout, mais alors pas du tout sur le plan économique. Le peso, la monnaie mexicaine, se déprécie de jour en jour jusqu'à avoir perdu, il y a quelques semaines, 40% de sa valeur. Philippe Cahuzac est avec nous depuis le Mexique, en confinement à 200 km de Mexico. On a du mal à mesurer l'impact par rapport à d'autres pays qui sont beaucoup plus avancés en termes de courbes. Mais c'est vrai qu'il va y avoir un impact très très fort parce que déjà en fait le pré-Covid, le Mexique a déjà eu 2 trimestres de récession, donc on était déjà dans une récession et le Covid a été un catalyseur en termes de récession pour les États-Unis. À cela c'est ajouté une crise du pétrole. Et qui a géré une crise du peso. Donc le Mexique est un peu au centre d'une tempête. Donc oui, les effets économiques vont être très très durs. Je pense que les gens ici ont plus peur d'une récession que du Covid de manière générale. Donc ouais, on attend une récupération économique très très lente parce qu'en plus de ça, il y a pas d'appui économique. On est le seul pays sans plan, avec des règles de confinement mais sans plan économique derrière. Donc on est vraiment avec des règles du jeu pas très claires. Donc oui, récession économique longue et compliquée ici au Mexique sans aucun doute. Alors avant de continuer cette conversation, petit rappel du climat financier qui entourait il y a à peine plus d'un an la société Gaia Design, créée par Philippe Cahuzac en 2014. 5000 modèles de meubles disponibles à la vente pour un chiffre d'affaires de 50 millions de dollars, 300 employés, un avenir qui s'annonçait alors radieux et que même le coronavirus n'a pas totalement réussi à assombrir. On est quand même sur une catégorie assez protégée avec une stratégie online très prononcée. Au-delà de ça, on a aussi des fournisseurs principalement mexicains. Donc en termes de business, on est quand même en ligne avec ce qu'on faisait. On a vu un switch de nos acheteurs qui achetaient showroom qui sont passés sur le online. Donc on va dire qu'on est quand même assez préservé. On n'est pas sur du supermarché online ou de la fintech évidemment, mais on est quand même beaucoup plus protégé que d'autres catégories de produits genre mode qui ont beaucoup plus souffert que nous. Donc on est un peu en entre-deux en termes de business, mais c'est vrai qu'on a dû mettre en place des mesures pour préparer le Covid et surtout la période post-Covid, parce que Gaia c'est encore une boîte focalisée sur la croissance avec des unités économiques positives, mais on n'avait pas encore atteint notre EBITDA. C'était prévu pour cette année, et c'est vrai que le Covid va mettre une pause sur ce chemin-là vers l'EBITDA, mais c'est quelque chose qu'on va reprendre très rapidement parce qu'on est quand même en train d'ajuster la structure post-Covid pour se préparer pour une récupération beaucoup plus lente de l'économie. Donc on ajuste la structure, surtout sur la partie showroom où on a une structure de coûts, on essaie de renégocier les loyers, mais on a quand même une structure au niveau des salaires encore présente. Donc ça va mettre un coup sur la rentabilité à court terme. L'an dernier, vous évoquiez le fait que 2020 serait pour vous l'année de l'internationalisation. Ça va prendre du retard forcément, ou peut-être pas d'ailleurs, à vous de me dire. Non, ça va prendre du retard. On est vraiment sur une situation où on
on se concentre sur nous-mêmes, on fait un peu le dos rond. Donc c'est clair qu'en termes de tous les projets beaucoup plus long terme avec un retour sur investissement beaucoup plus long ont été repoussés. Donc en termes d'internationalisation, c'est clair, ça a été passé à 2021. Et là on se concentre beaucoup plus à aller vers un EBITDA positif et être indépendant rapidement que sur des plans d'expansion agressifs. Parce que le plan d'expansion agressif, évidemment, on a une grosse dépendance en termes de financement externe. Aujourd'hui, le financement externe, généralement, il est très rare. Les fonds se concentrent sur leur portefeuille, beaucoup moins sur les initiatives de croissance. Donc, on va se concentrer sur le Mexique, sur l'expérience client, sur grandir localement, parce qu'on a encore beaucoup d'espace pour grandir sur le Mexique. Même si le marché grandit pas avec notre modèle, ça nous permet quand même. Le Covid, on voit quand même un impact net positif parce que les gens font un switch très fort vers le online, et j'ai quasiment la concurrence, on va dire retail traditionnel, quasiment fermée. Donc c'est quand même aussi une opportunité pour nous pour faire connaître la marque. Mais c'est clair qu'en termes de gros projets d'expansion, on a mis un frein pour se concentrer sur des objectifs de rentabilité à court terme. Alors on sait que vous évoluez, Gaïa Design évolue sur un meuble moyen haut de gamme. Est-ce que aujourd'hui c'est une chance? Est-ce que peut-être c'est ça qui va vous éviter de quelque chose de plus grave que si vous étiez par exemple sur du plus bas de gamme? Non, c'est vrai qu'on a un bon positionnement. Nous, on est vraiment concentré sur la classe moyenne urbaine, classe jeune, entre 25 qui grandit pas. Nous, on a quand même un sous-segment qui grandit vite et qui a besoin, s'ils n'ont pas les moyens d'acheter des appartements, ils vont devoir les louer. Ils vont devoir ameubler de la même manière ces appartements. Donc, on est quand même sous un sous-segment qui est en train de grandir et un sous-segment, on va dire, qui ne dépend pas d'achat avec d'où ils doivent payer en 15-20 fois leur paiement. Donc on est quand même assez protégé en termes de profit de l'acheteur, mais je pense que la vraie clé, c'est notre sous-segment qui est en train de grandir de manière très vite et lié à ça évidemment un certain pouvoir économique. Donc c'est vrai qu'on est certainement quand même plus protégé que si on se concentrait plus sur la base de la pyramide qui allait perdre ses emplois et aller repousser évidemment ces achats qui sont plus semi-durables. Au moment de la reprise, Philippe, est-ce que vous allez devoir changer des choses peut-être dans votre approche commerciale, dans votre approche financière? Est-ce qu'il y a des choses que vous allez devoir changer et dont vous avez conscience déjà aujourd'hui? Je pense que la crise du Covid, elle renforce vraiment notre business model, dans le sens où à moyen long terme, on n'a pas besoin de faire, je pense, de tweaks importants à ce qu'on fait. On était sur une direction correcte où on avait un ADN très très digital, on avait des showrooms de taille moyenne en ville, urbain. Tous nos fournisseurs la majorité de nos fournisseurs étaient au Mexique, donc on n'a pas eu de disruption sur notre chaîne d'approvisionnement. Et on a un canal online qui grandit vite avec des opportunités assez claires sur certaines catégories maintenant, comme toute la partie home office. Donc de manière générale, le modèle est plus renforcé. Je pense que Gaïa va sortir beaucoup plus renforcé de la crise, mais on doit quand même adapter parce que ça ne va pas être les mêmes taux de croissance parce qu'on a repoussé certains projets d'internalisation. Donc on adapte évidemment on réduit la voilure pour aller vers des seuils de rentabilité beaucoup plus rapidement. Donc c'est clair qu'on a repoussé certains investissements avec des retours sur investissement moins élevés que d'autres et on s'est adapté clairement pour, avec le cash qu'on a à disposition, aller à rentabilité, alors qu'avant c'était plus des objectifs de croissance qui primaient. Et quid pour l'instant de la situation en termes de personnel pour vos collaborateurs? Alors nous on a ajusté, on a décidé de très très tôt de prendre des mesures fortes. On était plus sur on préfère donner les mauvaises nouvelles une fois que de tous les 2-3 semaines partager de mauvaises nouvelles en termes de licenciement et tout ça. Donc nous déjà depuis ça fait 1 mois et demi, donc on est passé à un home office. On est passé pour la majorité des collaborateurs à une semaine de 4 jours avec une réduction du salaire proportionnel. On a protégé les petits salaires et les gros salaires
fondateurs comme moi, nous on se paie plus depuis un mois et demi, et le top management, ils ont une grosse réduction en termes de salaire. Donc on a quand même réduit la voilure très très tôt pour adapter notre structure de coûts, et surtout il y a vraiment des gros points d'interrogation en termes de durée et avec quelle vitesse on va récupérer les ventes. Donc c'est pour ça qu'on a voulu réduire la voilure très très tôt, et on a fait ça ça fait 2 mois maintenant. Quand nous avions parlé ensemble, Philippe, vous vous félicitiez d'avoir lancé votre business, lancé Gaia Design, sur un pays émergent. Et vous aviez eu cette formule en parlant de l'Amérique centrale, que c'était un continent qui était doué pour le bonheur. Est-ce que ce bonheur, il va être indispensable pour surmonter la crise, et est-ce que le Mexique va savoir utiliser ce bonheur pour surmonter cette crise? Oui, honnêtement, tout ce qui est Mexique, Argentine, Brésil, c'est des pays très résilients, avec des gens qui savent s'adapter. Ils ont l'habitude de ces gros cycles et de ces gros swings en termes économiques. Donc j'ai pas de doute que le Mexique va s'adapter. Je suis très bullish sur le Mexique à long terme. Tout ce qui se passe aujourd'hui en termes de questionnement d'une supply chain globale va favoriser énormément le Mexique. Les gens vont plus dépendre d'un pays comme la Chine en termes de supply chain, et le Mexique est très bien placé pour ça. Ils ont une main d'œuvre qualifiée à bas coût. Géographiquement, ils sont bien placés, donc ils vont récupérer, je pense, une grande partie de la supply chain quand beaucoup de multinationales vont essayer de dérisquer toute leur supply chain. Donc sur le long terme, sur le Mexique, moi je suis très bullish, mais ça va être bumpy les prochains mois. Je pense les prochains 12-18 mois. Et je pense que la population mexicaine est comme d'autres populations, Argentine, Brésil, ont cette résilience. Donc ça m'inquiète moins sur le moyen long terme, mais sur le court terme, c'est un peu plus inquiétant évidemment, parce que le Mexique est un pays où il y a 30% des gens qui vivent dans l'informalité. Donc c'est des gens qui sont payés à la semaine ou à la journée. Évidemment, c'est pas très compatible avec des règles de confinement. Donc c'est des recettes quand même qu'on doit adapter pour le Mexique. Et je pense qu'à court terme, évidemment, et ça va être triste, je pense qu'il va y avoir un gros pourcentage de la population qui va passer en dessous du seuil de pauvreté, avec une récupération très très lente. Donc je suis plus inquiet sur le court terme sur le Mexique que sur le moyen et long terme en fait. Compte tenu de tout ce qui s'abat sur la planète entière aujourd'hui, est-ce qu'il vous arrive par moment, par regretter le choix que vous avez fait, celui de vous établir et de créer votre société dans un pays émergent? Non, honnêtement, pas une seule fois. Ça m'est venu en tête. Moi, même sur la période de crise, je pense que c'est plus des périodes où il faut savoir se rapprocher des gens. Et j'ai jamais eu en tête de rentrer en France. Je pense que au contraire, ça a renforcé les liens que j'avais avec le pays et renforcé l'envie de nous en sortir tous ensemble. Donc, au contraire, je pense de voir la mentalité des gens, comme ils s'adaptent, comme ils ont adhéré à notre discours. Par exemple, chez Gaia, de maintenir les 300 emplois que l'on avait. Au contraire, je pense que ça a renforcé les liens vraiment avec le pays, avec mes équipes, même si paradoxalement on est tous séparés aujourd'hui parce qu'on a une structure home office depuis pas mal de temps, depuis quasiment 2 mois maintenant. Je pense qu'en termes d'équipe, ça nous a resserrés. Et moi personnellement avec le pays, je pense que j'ai construit des liens beaucoup plus forts ces dernières semaines. Je voudrais, avant qu'on se quitte, vous poser une dernière question, essayer de synthétiser un petit peu tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui, Philippe. Si j'ai bien compris, vous êtes d'une certaine manière assez inquiet pour le Mexique, le pays dans lequel vous vivez, le pays dans lequel vous travaillez, mais vous n'êtes pas véritablement inquiet pour vous, Philippe Cahuzac, et votre société Gaia Design. Est-ce que j'ai raison? Ouais, non, c'est une bonne conclusion. Nous on va ressortir vraiment renforcé de la crise, dans le sens où le canal online, nous on a des grosses croissances sur les ventes online ces dernières semaines. On acquiert chaque semaine 75% de nos ventes, par exemple, sont des nouveaux clients. Donc on acquiert vraiment de nouveaux clients.
qu'on pouvait pas acquérir à cette vitesse avant. Et sur le long terme, on va avoir des compétiteurs, on va dire traditionnels, retail, beaucoup plus affaiblis. Et aussi nous, comme fondateurs, en termes de scénario, on va dire d'exit à moyen long terme, c'est aussi renforcé parce qu'il y a beaucoup de grosses boîtes qui vont devoir faire du M&A et acquérir ces capabilités online. Donc le scénario de Gaïa est renforcé sur le moyen long terme. Faut juste sortir du bois maintenant sans trop de problèmes. Dans quelques secondes, on traverse une première fois l'Atlantique pour aller poser notre micro devant la bouche d'une Londonienne. Autre ville, autre pays, autre secteur professionnel dont nous allons essayer de scruter l'avenir post-pandémie, l'immobilier. Avec nous depuis Londres, Émilie Correl, fondatrice de l'agence immobilière Keys to London, qui fonctionne avec une clientèle essentiellement francophone. Une limited company dont elle est la seule salariée, ce qui ne lui donne droit à aucune aide. Mais quand on écoute Émilie, on est surpris de déceler dans son ton, dans sa voix, une espèce de confiance dans l'avenir, alors même que son activité est en sommeil complet, enfin presque complet. Émilie Correl depuis Londres. Même si j'ai pas d'activité physique, c'est-à-dire que je ne fais plus de visites, je peux continuer à discuter avec mes clients potentiels et mes clients que j'avais avant. Je peux continuer à faire des recherches, je peux les tenir au courant sur le marché. C'est ce que je fais du reste. Je suis en contact encore pas mal avec les agences pour pouvoir être super réactive dès qu'on va pouvoir recommencer à travailler physiquement. Parce qu'ici, en fait, il faut savoir que c'est ralenti, mais c'est pas à l'arrêt total en fait. Il y a beaucoup de choses qui se font virtuellement. On peut faire pas mal de visites virtuelles. Donc c'est sûr que quand les gens veulent déménager dans un appartement, une maison, ils veulent le voir physiquement. Mais en attendant, ça permet de faire une petite sélection quand même. Alors ce qui est intéressant avec vous, Émilie, c'est que effectivement vous allez être un petit peu auprès de nous l'œil de tout un secteur, en l'occurrence le secteur de l'immobilier. On se projette nous dans le moment où l'activité va reprendre. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle va reprendre. Comment vous pensez que ça va se passer ? Dans un premier temps, on a tendance à penser, mais vu de l'extérieur, vous allez peut-être m'affirmer ça, on a tendance à penser que l'immobilier va baisser. Est-ce que c'est vrai ? Et si oui, qu'est-ce qui se passera après, selon vous ? C'est très difficile, en fait, de savoir ce qui va se passer. L'immobilier à Londres, il bouge beaucoup. Là, les prix étaient bien remontés pour tout ce qui était achat, en l'occurrence. Donc, je pense que comme après n'importe quelle crise, il y aura une incertitude, mais il y aura peut-être aussi un rebond. Je pense que il faudra être bien localisé en fait. Si on parle de l'achat ou de la vente, c'est location encore plus comme après chaque crise. C'est ça qui comptera. Si vous êtes bien placé, si vous êtes dans un quartier sympa entre deux écoles publiques où vous ne pouvez admettre vos enfants que si vous habitez à 100 ou 200 mètres, je vois pas comment ces maisons-là, elles pourraient descendre. Pour le moment, je vous dis, le marché, il est ralenti, mais il est pas totalement inexistant, parce qu'en fait, on peut encore faire pas mal de choses ici. Les signatures, elles se font de façon électronique. Moi, j'ai encore rentré là un bien à vendre. Bon, on peut pas faire de visite physiquement, mais on peut envoyer des vidéos. Pareil, les déménagements, le gouvernement recommande que les gens demandent un délai, mais si c'est pas possible, dans certains cas impératifs, il y a moyen de déménager actuellement encore. Émilie, je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez esquissé, mais je voudrais creuser un petit peu là-dedans. Vous m'aviez dit la dernière fois où on avait parlé ensemble, donc il y a un an approximativement, vous m'aviez dit que vous faisiez plus de location que d'achat ou de vente. Est-ce que c'est toujours le cas ? Premier volet de la question. Et deuxième volet de la question, à votre avis, qu'est-ce qui risque d'être le plus impacté ? Est-ce que c'est la location ou est-ce que c'est l'achat et la vente ? Alors en fait, moi, depuis que je fais de l'immobilier, mon activité a pas mal évolué. C'est sûr que ce que je fais le plus, c'est la recherche de location ou la location de biens quand les gens s'adressent à moi pour le faire. Depuis quelque temps, j'ai un regain
gain de demande pour aider les gens pour acheter, pour investir à Londres. Je suis pas sûre que ce secteur-là va s'arrêter parce que Londres, ça reste une capitale sympathique pour investir. Et avec tout ce qui s'est passé en bourse, j'espère que les gens se diront que la pierre c'est plus intéressant et que ça fluctue moins que la bourse. En tout cas, ça fait moins peur, je trouve. Puisque au final, on a quand même un bien. Hein. Le bien, il n'est pas volatile comme toutes les valeurs boursières. Il y a quelque chose que les gens disent beaucoup, les gens avec lesquels on s'entretient, qui sont à l'étranger, c'est que le moral des gens semble particulièrement touché. Est-ce que vous, dans le cadre de votre activité professionnelle, qui est donc de l'habitation, du quotidien, du bien-être quotidien, est-ce que vous sentez cette baisse de morale? Alors, écoutez, moi, la clientèle qui s'adresse à moi, elle est dans l'ensemble, je dirais quand même assez bien logée. La plupart des gens habitent dans des maisons avec des espaces extérieurs, et là, je pense que ça change toute la donne, parce que le temps est super clair en ce moment et on passe beaucoup de temps dans nos jardins. On n'a pas le droit. En Angleterre, c'est plus soft qu'en France. Hein. On peut quand même sortir, on peut aller se promener dans les rues, dans les parcs à partir du moment où on respecte les distances entre les gens. Mais on passe énormément de temps dans nos jardins. Ça, on peut faire ce qu'on veut quand on est chez soi. Et bien qu'on vive en centre-ville, on a accès à du verre très facilement en fait. Et ça, je pense que du coup, ça aide bien. Ça vous a suscité une réflexion, cette crise que vous traversez, et une réflexion qui va déboucher sur une nouvelle activité, vous me disiez hors micro tout à l'heure, qui va être la recherche de locaux commerciaux. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau pour vous. Et ça, c'est vraiment la crise du coronavirus qui a dicté cette nouvelle donne chez vous. Oui, en fait, j'ai été approchée par un client avant la crise. Donc, j'avais commencé cette activité donc de recherche de locaux commerciaux, ce que je ne proposais pas avant. Et ça m'a bien plu. Et comme là, je travaille quand même beaucoup moins que d'habitude, ça me permet de réfléchir un petit peu plus et de travailler mon marketing et ce que je pourrais offrir à mes clients. Et en effet, je crois qu'il y a un réel besoin toujours de cette communauté française ou francophone de vouloir ouvrir d'autres possibilités en Angleterre et donc de recherche de locaux commerciaux. Donc je vais essayer de développer cette activité. Oui, tout à fait. Pour vous, il y a plus de possibilités de résurrection rapide dans ce domaine spécifique du local commercial que dans le domaine de la location d'appartements ou de maisons? Non. Je vais rester mon activité principale, ça reste le résidentiel. C'est ce que je sais bien faire. Les locaux commerciaux, là, pour le coup, j'ai peur que de toute façon, la crise, ça affecte énormément les gens. Parce que je pense que au niveau économique, ça va être un désastre, je pense. Donc, je vais le proposer en plus, mais je suis pas certaine que cette activité prendra le dessus. Parce que autant les gens auront toujours besoin de se loger, autant les entreprises vont essayer de vendre leurs services un maximum en ligne. Là, c'est certain, il y a moins de coûts fixes. Mais pour certaines activités, c'est pas possible. Donc, pourquoi pas développer ce secteur-là? En revanche, vous comptez plus sur la réaction naturelle du marché, sur l'enthousiasme des gens pour Londres et sur votre enthousiasme personnel qui va vous amener à beaucoup plus travailler à la reprise pour finalement faire que cette crise soit oubliée assez vite. C'est ce que je dois comprendre de vos propos. On va pouvoir se remettre à travailler, mais la distance sociale, les activités à plusieurs, c'est pas repris demain. On en a pour une année, je pense. Hein. Donc non, c'est pas du tout anecdotique. Mais on peut rien faire. Hein. C'est comme ça, on le subit. On va essayer de gérer ça au mieux. La crise économique derrière va être juste monstrueuse, je pense. Donc bien sûr, ça va affecter beaucoup de monde. Mais bon, qu'est-ce que
je vais faire? Me mettre sous la couette avec l'oreiller sur la tête et pleurer? Non, ça c'est pas mon style. Non, mais c'était pas mon propos. Vous venez de dire la crise va être monstrueuse derrière. Est-ce que cette crise, elle va toucher l'immobilier et est-ce que vous vous y préparez, Émilie? C'était un petit peu ça le sens de ma question. Je suis pas devin, donc je peux pas vous dire, mais je ne suis pas certaine que le secteur immobilier va être celui le plus affecté, parce que je pense que les gens auront toujours besoin de se loger. Et ça fait pas partie. Enfin, ça fait. Je pense qu'après cette crise, enfin j'espère surtout que on va changer la façon de vivre, de travailler et de consommer, parce que ça serait plutôt une bonne chose. Mais par contre, on aura toujours besoin de se loger. Donc je suis pas certaine que le secteur immobilier va être celui qui sera le plus touché. On aura toujours besoin de se loger, mais peut-être qu'on aura moins d'argent pour se loger. Je sais pas. Le pouvoir attractif de Londres plus fort que la crise, plus fort que la maladie, un point de vue équitablement partagé, mais qui en tout cas est celui de Émilie Correll, fondatrice de Keys to London. Dans quelques secondes, on retraverse l'Atlantique dans l'autre sens. Notre dernier invité nous a donné rendez-vous sur l'île de Provinciales, au cœur de l'archipel Turks et Caïcos dans les Caraïbes. C'est ici que depuis quelque temps Fabrice Grinda passe 1 mois sur 2 en alternance avec New York, et c'est ici qu'il est confiné pour l'instant. Alors on replante le décor. Fabrice est à la fois investisseur et entrepreneur. Il a créé FJ Labs en 2013 et sa société aide des jeunes à monter leur start-up, voilà pour l'investisseur. Et parallèlement, lui-même, avec FJ Labs, crée 2 nouvelles sociétés par an, voilà pour l'entrepreneur. Un univers dans lequel l'argent circule à l'évidence beaucoup, mais ce qui ne rend pas pour autant FJ Labs trop perméable à la crise actuelle. Cours d'économie moderne depuis un coin de l'océan Atlantique, le prof s'appelle Fabrice Grinda. Je pense que nous sommes très privilégiés dans cette période de crise parce que on est en début de notre phase d'investissement du dernier fonds et donc nous avons du capital pour déployer dans les opportunités intéressantes. Or, quand il y a une crise de ce type-là, c'est le meilleur moment de créer une start-up. Il y a moins de concurrence en direct, il y a moins de concurrence pour embaucher des gens exceptionnels, les coûts d'acquisition clients sont plus faibles parce qu'il y a plus personne qui achète de la publicité sur Internet ou à la télé. Et donc, quand on regarde dans la dernière décennie, les compagnies les plus intéressantes avaient toutes été créées en 2008-2009. Et je suppose que la même chose va arriver pour les 10 prochaines années où les plus intéressantes compagnies du monde de l'Internet vont être créées aujourd'hui. Et donc, nous sommes extrêmement privilégiés dans notre position de pouvoir les accompagner dans leur développement. Alors, je crois comprendre dans ce que vous me dites, Fabrice, que tout va finalement pas si mal. Et à ce titre-là, vous êtes une exception parmi les entrepreneurs français à l'étranger. On va essayer, si vous le voulez bien, de rentrer un petit peu plus dans le détail de votre activité aujourd'hui. Vous êtes à la fois investisseur et entrepreneur. Est-ce que la crise que l'on traverse actuellement a recentré votre activité peut-être plus sur l'investissement ou sur l'entrepreneuriat? Non, j'ai toujours été les deux. Depuis que j'ai créé mes premières boîtes, j'étais approché par d'autres entrepreneurs pour que j'investisse avec eux. Et donc, j'ai continué à faire des investissements toute ma vie et je continue à faire les deux. Maintenant, le recentrage qui s'est opéré dans cette crise, c'est plutôt sur se concentrer sur les compagnies en amorçage et toutes jeunes, parce que ce sont celles qui ne sont pas vraiment touchées par la crise. L'environnement macroéconomique qui compte pour une startup qui est créée aujourd'hui, c'est celui dans 5 ans, 7 ans, 10 ans, quand ces compagnies-là vont chercher des sorties. Et pas celui d'aujourd'hui. D'autant plus qu'une compagnie qui est créée, qui est toute jeune aujourd'hui, même si son chiffre d'affaires passe de 100 000 à 0, d'un point de vue net, peut-être que ses revenus passent de 10 000 à 0. Donc c'est facile de compenser avec une baisse des coûts. Le problème, c'est plus pour une compagnie qui est déjà plus développée, qui peut faire peut-être des 100 millions par mois de chiffre. Quand elle voit son chiffre d'affaires passer à 0, ils ont beau couper les coûts, ils n'arrivent jamais à
compenser. Et donc, le recentrage qui s'est opéré pour nous, c'est plutôt sur les compagnies en phase d'amorçage et jeunes. Comme je dis, c'est vraiment la meilleure période pour créer une entreprise. Le quotidien, le mode de travail n'ont pas changé. FJ Labs, aujourd'hui encore, choisit par an une centaine d'entreprises dans lesquelles elle décide d'investir. Les critères de choix globalement restent les mêmes. La sympathie que suscite le demandeur, l'intérêt que suscite l'activité et puis, bien sûr, les perspectives de croissance. Mais la pandémie a changé une chose. Dorénavant, seront privilégiées dans le choix, plus que des entreprises existant déjà, de nouvelles start-up qui naîtront et grandiront donc après la crise. En ce sens, la réflexion de Fabrice Grinda se nourrit à la fois de prudence et d'audace. D'abord, il faut être réaliste. On fait face à une crise économique et financière qui est probablement la plus forte que l'on va vivre ou qu'on ait vécu depuis la Grande Dépression. Le taux de chômage est en train d'exploser. On a un nombre de faillites exceptionnel qui est en train d'arriver, notamment avec les PME qui ont très très peu de réserves de cash. Donc l'environnement macroéconomique global est très défavorable. Je parle juste vis-à-vis spécifiquement de la création d'entreprise. Je pense que c'est un bon moment dans ce genre d'environnement négatif d'être plus agressif et d'être entrepreneur. Mais dans l'absolu, on est quand même dans un climat très très négatif où on va avoir des difficultés et au niveau de l'entreprise, mais franchement au niveau des individus qui sont cloisonnés chez eux, qui ont peu de capitaux disponibles pendant l'année ou les 2 ans à venir. La désinvolture et puis quelque part la sérénité qui émane de votre discours aujourd'hui, est-ce qu'elle est due au fait que dans votre vie personnel et professionnel, vous avez traversé des périodes très différentes. Je me rappelle que vous m'avez expliqué qu'à un moment donné, vous aviez décidé de tout donner pour vivre différemment. Est-ce que cette espèce de regard que vous portez sur la vie, il vous aide en ce moment à avoir cette espèce de détachement qu'on sent dans votre propos? C'est pas du tout une désinvolture dans le sens où au contraire, je sens réellement qu'il y a beaucoup de choses à faire pour aider les gens et nous n'étions absolument pas prêts. Maintenant, il est vrai que j'ai vécu par deux de ces crises par le passé et je sais qu'on peut s'en sortir. En 2001, quand j'ai créé ma deuxième grosse start-up, il était impossible de lever des fonds et pour une start-up Internet à l'époque, c'était une crise bien plus grave. Même si économiquement, l'explosion de la bulle Internet n'avait pas un impact macroéconomique très grand et même le 11 septembre, ça a duré relativement longtemps, la récession qui l'a suivi. Pour une start-up, c'était une sorte de glacement total des financements. J'étais incapable de lever des fonds alors que 2 ans avant, les capitaux risqueurs se battaient pour nous financer. J'ai dû emprunter 100 000 sur ma carte de crédit, vivre à New York. J'habitais au bureau, je pouvais même pas me permettre un café. Mais on apprend à faire avec parcimonie et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui où c'est plus facile que ça n'a jamais été de créer des compagnies Internet. Donc on peut prendre un peu de recul quand on regarde aux choses dans un contexte historique où même si les choses vont mal maintenant, c'est évident qu'à un moment ou un autre ça va repartir, d'autant plus que les États semblent avoir pris les leçons des dernières crises. Ils ont augmenté la liquidité immédiatement. Ils ont fait plein de prêts aux particuliers et aux entreprises. Ils ont commencé à racheter des obligations pour garder les taux d'intérêt faibles. Et donc en fait, je n'ai pas d'inquiétude vis-à-vis d'une crise financière à court terme parce qu'on va garder les taux d'intérêt tellement faibles que les gens vont pouvoir rembourser leurs prêts. Il y a un an, Fabrice, vous me parliez d'une idée folle que vous étiez en train d'avoir, qui était en train de naître dans votre tête. Qu'est-elle devenue, cette idée folle, et est-elle victime de la période qu'on vit actuellement ? En fait, j'ai toujours eu plein d'idées folles. C'est-à-dire qu'en 2014, j'avais essayé de convaincre les Castro de me donner une partie de Cuba à gérer dans une zone éco-franche, par exemple, pour essayer d'y amener un peu la révolution économique que la Chine a vécue grâce à la première zone franche qu'ils avaient créée à Guangdong, autour de Shenzhen. J'avais essayé de racheter Craigslist, j'avais essayé de racheter une partie
partie de eBay ou les petites annonces de eBay. Le problème de ces idées folles qui sont très larges, c'est qu'elles demandent l'aval d'autrui. Et je me suis rendu compte dans ma vie que ce que je peux faire de manière indépendante sans demander la permission aux autres, donc investir ou créer mes propres boîtes, je peux le faire et ça marche à chaque fois. Ouais, bon, du moins je peux au moins les lancer, même si elles peuvent finir par échouer. Alors que les idées qui nécessitent l'aval d'autrui ont des plus faibles probabilités. La conclusion d'ailleurs n'est pas de ne pas poursuivre ce genre d'idées. C'est plus que de le faire les yeux ouverts, se rendant compte qu'ils peuvent échouer. C'est que comme mon projet en République dominicaine où j'avais essayé de créer une sorte de Necker Island 2.0, une sorte de centre sans modèle économique pour regrouper des penseurs, des entrepreneurs, des leaders spirituels, mais comme la corruption locale ne l'a pas permis. Et donc j'ai toujours ce genre d'idées qui viennent, mais ce sont celles qui sont moins aptes à réussir. Et c'est le cas de cette dernière idée qui n'a pas encore vu le jour, mais j'ai encore plein d'autres idées. Fabrice, ce sera ma dernière question. Cette reprise, on ne sait pas quand elle va intervenir, si ce sera dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois. A priori, vous ne paraissez pas particulièrement inquiet sur votre reprise à vous, mais est-ce que si vous réussissiez à sortir de tout ça intact, indemne, mais qu'autour de vous ne voyez que des malheurs, est-ce que ce serait quelque chose qui vous marquerait à vie? Oui, non, absolument. Il faut que l'ensemble de la population réussisse et revienne. Et ce que j'ai dit aujourd'hui, je suis très désolé pour ceux qui vivent quelque part une mauvaise pandémie parce que ils ont perdu leur emploi, ils ne peuvent pas travailler parce que les emplois qu'ils ont ne sont pas ceux qui permettent de travailler à distance ou à temps partiel. C'est pour ça que c'est vraiment un moment important dans le rôle de l'État qui doit aider les plus démunis et il faut que la reprise soit positive pour la plupart des gens. Et ceci dit, je suis optimiste que on est capable de le faire et quelque part la technologie va jouer un rôle primordial dans cette reprise dans la mesure où elle est vecteur d'augmentation de qualité de vie parce qu'elle est déflationniste, elle rend les choses moins onéreuses et elle augmente les expériences utilisateurs. Et donc le déploiement en large des possibilités de télétravail, de télémédecine, de télééducation, à mon avis, va jouer un rôle fondamental dans cette reprise et dans l'aide à la population au sens large. Le fait que ce soit les nouvelles technologies qui vont aider beaucoup de gens à sortir de cette crise, c'est quelque chose qui ne peut pas vous déplaire. Toute votre vie, elle a tourné autour de ces nouvelles technologies. Ah oui, mais c'est la raison pour laquelle je suis dans les nouvelles technologies. C'est-à-dire que je pense que le sens de ma vie, c'est d'amener et de démocratiser les nouvelles technologies, justement parce qu'elles ont cet effet déflationniste qui aide l'humanité. Les gens sont souvent inquiets que la technologie va détruire des emplois ou va créer de l'inégalité. C'est bien au contraire. Elle va créer plein d'emplois et plein d'emplois plus intéressants que les emplois rébarbatifs du passé et elle va au compte baisser l'inégalité et à terme, je pense qu'on va utiliser la technologie pour adresser tous les problèmes vis-à-vis du climat et du changement climatique aussi. La nouvelle technologie, arme principale d'un retour à la normale dans quelques semaines, quelques mois, mais d'ores et déjà, dans l'esprit de notre dernier invité, ce sera l'arme principale d'un optimisme indispensable. Voilà. Vous pouvez réécouter ce podcast ici même, et puis comme toujours sur iTunes. Optimisme n'est pas synonyme d'imprudence. Restez chez vous. Bonne semaine à tous. Salut.